Peut-être est-il ici intéressant d'ouvrir une parenthèse pour faire le point entre les fonctions de manager et de leader. Ah oui, je sais, le leadership concerne principalement le changement, alors que le management est lié à l'efficacité et à la performance. Les leaders sont les architectes et les rénovateurs du système, alors que les managers s'assurent que le système fonctionne et prennent les actions correctives lorsque ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Exactement, et c'est la raison pour laquelle recadrer quelqu'un qui arrive en retard fait partie des attributions du manager et pas du leader. Alors un manager est désigné par sa hiérarchie et occupe une véritable fonction et un statut au sein de l'entreprise. Par contre, un leader peut être nommé leader naturellement par son équipe grâce à ses idées ou ses initiatives. Pour revenir à notre sujet et résumer le comportement et les attitudes du manager du changement, Jim Collins, l'auteur des best-sellers Good to Great et Build to Last, nous parle de management de niveau 5. Et je vais même aller plus loin en vous parlant de manager de niveau 6. Et tu te crois meilleur que Jim Collins qui a vendu 2 millions de livres, ou tu t'es inspiré de Gillette qui rajoute une lame à leur rasoir chaque année? Ni l'un ni l'autre, mais je pense qu'aujourd'hui, le niveau 5 n'est plus suffisant pour le manager qui doit soutenir l'innovation continue et le changement perpétuel. Je vous explique les 6 niveaux. Nous avons d'abord le niveau 1, qui rassemble les personnes hautement capables qui contribuent positivement à l'organisation par leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience. C'est le collègue sympa et professionnel. Le niveau 2 rassemble les équipiers contributifs qui mettent leurs compétences individuelles au service de la réussite du groupe et qui travaillent efficacement avec les autres. C'est le fameux team player en anglais qui est celui vers lequel on peut se retourner si on a besoin d'aide ou de conseils. Au niveau 3, vous atteignez le rôle du manager qui organise les personnes et les ressources pour atteindre de manière efficace et efficiente des objectifs prédéterminés. Pour résumer, c'est un relais de terrain qui pourrait éventuellement devenir leader. Puis nous arrivons au niveau 4, du leader efficace qui est capable de catalyser l'engagement en présentant une vision claire et inspirante ou de rassembler son équipe autour de lui. C'est vraiment le leader, dans le sens leadership du terme, qui stimule la performance et qui sait pousser ses collaborateurs pour atteindre le meilleur d'eux-mêmes. Nous arrivons ensuite au niveau 5, créé par Jim Collins, dans lequel non seulement le leader est inspirant et engageant, mais en plus, il est humble et ambitieux sur le plan professionnel. Il considère vraiment que le seul succès pour lequel il peut être fier, c'est le succès de son équipe. Et enfin, nous arrivons au dernier niveau, pour l'instant, le leader de niveau 6, celui que j'appelle l'enabler et qui pratique l'enableship. Le concept d'enableship, désolé pour ce mot anglais absolument atroce et intraduisible en français, m'est apparu après plusieurs réflexions. Devenir responsable d'équipe n'est plus aussi recherché ni considéré comme une preuve sociale de réussite. Il est devenu courant de voir des collaborateurs refuser ce type de promotion. Ensuite encore, management et leadership ne sont plus suffisants pour favoriser l'innovation et assurer l'engagement des collaborateurs, car ils recherchent l'efficience et la performance, alors qu'aujourd'hui, on demande d'abord de la curiosité et de l'empathie, qui sont des soft skills qui ne peuvent pas être classés dans les cases efficience et performance. Donc en résumé, si celui qui fait du management s'appelle le manager, celui qui fait du leadership s'appelle le leader, et bien celui qui fait de l'enableship s'appelle l'enabler. Et pourquoi pas activateur au lieu de enabler? C'est moche enabler, et puis en plus c'est difficile à prononcer enabler. Évidemment que j'ai pensé, je te rappelle que toi c'est moi, mais simplement ce mot ne suffit pas à décrire tout ce que comporte le concept d'enableship. Notamment parce que dans le cadre du changement, l'enabler ne fait pas qu'activer le changement, il fait plein d'autres choses. Par exemple, il s'assure que chaque collaborateur et collaboratrice a eu l'occasion de dire ce qu'il ou elle avait à dire et n'a rien gardé pour elle ou pour lui. Ensuite, l'enabler veille à créer un environnement non infantilisant basé sur la confiance dans lequel chaque collaborateur n'aura absolument aucune hésitation à partager ses idées. Ensuite, c'est également lui ou elle qui vérifie que ses collaborateurs disposent des bons outils, de l'autonomie et des responsabilités adaptées. Il va également s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles humains, organisationnels et financiers qui peuvent empêcher les 2 points précédents. Et enfin, il protège à tout prix les collaborateurs des pressions hiérarchiques que lui-même peut subir.